Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et le vendredi, les vraies voix spéciales tourisme vous rejoignent avec un thème aujourd'hui, tourisme et rayonnement économique de la France. Est-ce qu'elle peut rester leader? Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Sauvage, qui est cofondateur du groupe Evoque, mais aussi et surtout conseiller du commerce extérieur de la France. Bien le bonsoir. Bonsoir Judith. Bienvenue Emmanuel. Alors on va parler de votre rôle justement du commerce, de conseiller du commerce extérieur de la France. Alors vous avez été nommé par décret, Emmanuel Sauvage, du Premier ministre François Bayrou. Qu'est-ce que c'est exactement le rôle d'un conseiller du commerce extérieur ? Alors, le rôle de conseiller du commerce extérieur a quand même plusieurs rôles. Déjà, un premier rôle de transmission. Je pense que c'est très important sur les générations futures d'intervenir un petit peu et de transmettre. C'est très important. Un rôle aussi, on va dire, j'aime pas trop le mot de lobbying, mais aussi, je pense, dans ces professions. Et puis, le conseiller du commerce extérieur a aussi un rôle, justement, à l'extérieur de la France, promouvoir la France, promouvoir, du coup, pour le tourisme, je pense que c'est extrêmement bien, promouvoir les entreprises en France et accompagner aussi les entreprises françaises qui veulent s'installer à l'étranger. D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire rayonner la France à l'international à travers aussi ce savoir-faire et ce savoir-faire autour du tourisme, tout en particulier qu'on a en France. Ah bah, pour moi, particulièrement, c'est pour le tourisme. Mais après, on peut faire partie. Il y a tout type d'entreprises qui en font partie, tout type, on va dire, de conseillers qui font partie de tous les domaines. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Par exemple, j'ai fait des rencontres avec les CCE de Madrid. On nous avait les CCE. Oui. Les CCE de Madrid. Et du coup, c'est vraiment que c'est extrêmement intéressant. Justement, quand on a ouvert notre établissement à Madrid, parce que pour rappel, aux auditrices, aux auditeurs, vous avez un établissement qui est développé, allez-y, racontez un petit peu. Qui est développé à Madrid. Et c'est vrai que depuis, donc en fait, les nominations ont été faites en février, puis après il y a des comités qui se réunissent, tout ça. Et donc c'est vrai que depuis tout ça, on se rencontre régulièrement, c'est très intéressant, puisqu'on du coup on capte quand même tout ce qui se passe localement. On va dire c'est des relais locaux qui peuvent aussi vous accompagner lorsque vous développez un business à l'international. Et du coup qui peuvent vous influencer peut-être aussi sur son implantation même sur le territoire français derrière. Ça donne des idées, quoi. Oui, bien sûr, ça donne des idées. Et puis c'est extrêmement intéressant d'avoir les retours d'expérience, parce que parfois on arrive avec des idées préconçues sur des nouveaux territoires, et finalement c'est très important d'avoir les retours d'expérience des uns et des autres. C'est très enrichissant et c'est quand même des vases communicants. Donc en fait, il y a tout type de métiers qui sont représentés, tout type de professions, et c'est extrêmement intéressant, enrichissant, et donc c'est des très beaux échanges. Et puis ça permet vraiment, je pense, de promouvoir aussi la France à l'international. Finalement, dans le monde qu'on vit, qui est de plus en plus concurrentiel, le tourisme, c'est aussi une forme de diplomatie économique, en fait. Je pense que le tourisme est quand même à un poids très important aujourd'hui, et c'est vrai qu'on le sous-estime. Heureusement qu'en France, on a Atout France et Christian Montier qui l'a depuis quelques années, qui l'a fondé et qui est toujours ici pour relayer tout ça. Mais c'est vrai que c'est très important, et c'est vrai que le tourisme, en fait, on doit vraiment continuer à le promouvoir. Parfois, la France vide ses acquis, et c'est vrai que c'est très important, en tout cas, de continuer, puisqu'on a des nouvelles destinations aussi qui apparaissent. Il y a une vraie concurrence internationale, et c'est vrai qu'on a de très beaux atouts, mais on a aussi quelques difficultés avec la sécurité ou de la réputation. C'est vrai que les médias internationaux, ça va très vite. Une image peut très vite assombrir une destination. En revanche, dans un sens, c'est comme dans un sens comme dans l'autre. C'est pareil, c'est-à-dire que quand une actualité, on va dire, néfaste pour une destination, le tourisme revient très vite, contrairement à d'autres activités économiques. C'est résilient, quoi. C'est très résilient, c'est extrêmement résilient. Et c'est vrai que du coup, mais il faut, je pense, dynamiser toujours, en tout cas, le pays ou la destination, et ne pas rester sur ses acquis. La France a merveilleux. Alors, c'est quoi les atouts justement de la France ? Les atouts de la France sont le patrimoine, ça c'est clair, c'est évident. Tout le monde, et puis on s'en lasse pas. Quand on est parisien et qu'on flâne, on est toujours émerveillé. Donc on imagine qu'à l'international c'est pareil. Et puis surtout, on a une programmation culturelle extraordinaire. Et c'est vrai que la culture, c'est pour ça que souvent je mixe la culture avec l'hôtellerie, avec l'hospitalité, parce qu'on dit plus trop hôtellerie aujourd'hui. Maintenant on parle plus d'hospitalité. Je pense que la culture et l'hospitalité vont très bien ensemble. Et c'est vrai que grâce à la culture, en fait, on peut faire des merveilles. Et c'est vrai qu'on a une diversité culturelle extrêmement forte, dans tous les domaines. Et c'est vrai que je pense que c'est le principal aussi atout de la France, puisque cette diversité culturelle et la force de la culture en France fait qu'on ne peut justement avoir le patrimoine, la culture qui nous permet aussi, qui est un très bon axe de développement pour tout ça. Alors il y a un mot que j'ai noté dans les 3 mots que vous avez utilisés tout à l'heure, transmission, lobbying et rayonnement. On commence par la transmission justement, parce que ça aussi c'est une part importante de la culture française, c'est de donner à voir et de donner à rêver en fait.
Oui, mais alors je pensais pas à transmission dans ce sens-là. Ouais. C'était dans quel sens vous la non, pensiez? La transmission, c'était pour les jeunes générations. Oui. Mais notamment aussi, pour les jeunes générations. Non, vous avez entièrement raison, chère Judith. On peut les faire rêver aussi. Il faut les faire rêver. Non, je pense que c'est extrêmement important cette transmission, puisque aujourd'hui, on est quand même dans le digital, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent de partout, vraies, fausses et tout. Et je pense que c'est très important justement aussi d'aller sur des sujets profonds, de sujets de fond, et donc de transmettre tout ça, de transmettre les savoir-faire. C'est quand même très important, parce qu'on a aussi du mal à transmettre les savoir-faire justement dans l'artisanat de luxe. Et je pense qu'on peut aussi créer des vocations, parce qu'on a été aussi beaucoup dans une uniformisation des études, beaucoup dans tous ces champs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir, et je pense que les jeunes aussi, on revient aussi à tout ça avec beaucoup de sens à ce qu'ils veulent faire. Et je pense que justement, cette transmission est essentielle pour pouvoir continuer à développer. Parce que le principal problème que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir les bons talents au bon endroit. Donc en fait, hier, j'ai visité une imprimerie, par exemple, hier dans le sud de la France, et je voyais que c'est encore très technique, parce qu'on a le numérique, mais moi je suis plutôt pour une imprimerie à l'ancienne, offset, et du coup avec beaucoup de savoir-faire manuel. Et c'est vrai que ce savoir-faire-là, on ne l'a plus. Donc cette transmission est vraiment importante. Si on veut continuer justement à rayonner, et que le luxe, parce que pourquoi on parle de luxe, parce que c'est quand même ce qui est plus artisanal quand même, et à cultiver notre différence aussi. Cultiver notre différence, et fait encore en France, puisque parlant économiquement, le coût du travail étant extrêmement cher en France, nous ne pouvons pas lutter contre toutes les industries, on va dire, qui sont dans des gammes beaucoup plus inférieures. Je pense que notre démarcation reste le luxe aujourd'hui, et on a cette force-là, on doit continuer à la cultiver et donc à transmettre pour ça. Oui, bien sûr. Alors le deuxième mot qui m'a fait un peu tiquer, c'est lobbying. En quoi ça consiste justement? Quelle part dans votre rôle de conseiller justement prend le lobbying justement? Je pense que déjà on est assez nombreux, donc chacun se répartit ses fonctions. Tout dépend en fait des fonctions qu'on a au sein des CCE. Mais quand je dis, c'est vrai que c'est quand même important. Le lobbying c'est un mot qui n'est pas forcément très beau comme ça, mais qui se fait toujours. Donc en fait c'est de l'influence, on va dire. C'est quand même plus joli que lobbying. Oui, c'est vrai. En fait, tout à l'heure j'étais un petit peu direct comme ça. J'étais pris à froid. Lobbying, influence. Oui, au moins ça explique ce que c'est. Moi je trouve que l'influence c'est bien, parce que l'influence finalement elle est partout. Lobbying, ça fait très politique. Je trouve que du coup l'influence est partout, et je pense qu'elle est très importante. C'est-à-dire que en fait il faut quand même aussi maîtriser ces sujets, et je pense que il faut aussi accompagner, que ce soit les gouvernements, des institutions. Il faut accompagner par des professionnels qui connaissent les sujets aussi, puisque bien évidemment on est très entouré, on va dire, de fonctionnaires, d'administration qui sont très techniques, et ce qui est très bien aussi, justement. Et c'est cette diversité justement entre la technicité et le retour d'expérience professionnelle qui font qu'on arrive à des choses bien. Et donc je pense que c'est important d'écouter aussi justement le retour d'expérience professionnelle est très important par rapport à ces administrations qui sont là aussi pour faire des lois. Donc il faut qu'elles soient justement cohérentes et que tout aille ensemble. Alors la France est quand même un des pays les plus visités au monde pour parler de ce rayonnement. Mais comme vous le dites, il y a beaucoup de concurrence actuellement. Est-ce que vous pensez qu'elle peut rester leader malgré cette concurrence qui est en train de grandir, quoi? Alors pour qu'elle reste leader, il faut qu'elle reste forte. Et pour qu'elle reste forte, il faut qu'on y mette encore des moyens. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment pour vraiment continuer à développer, en tout cas, parce que on a, oui, parfois des zones de fort tourisme, mais aussi on a encore beaucoup de zones qui sont, en tout cas, à développer. Et je pense qu'on peut continuer à le travailler, mais tout en ayant un tourisme plus responsable. Moi, je suis aussi favorable à ce qu'on fasse attention aux zones, bien évidemment, touristiques, et qu'on ait des flux beaucoup plus maîtrisés. Donc, en fait, tout ça, c'est facile à... Oui, mais comment on maîtrise les flux? C'est ça la question. Comment on maîtrise les flux? C'est-à-dire que le tourisme doit aussi compenser. Mais c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de taxes qui sont mises sur le tourisme, mais en fait, qui ne vont pas au tourisme. Et c'est un peu, je pense, la difficulté. C'est-à-dire que quand on a une taxe de séjour, par exemple, elle ne revient pas au tourisme, mais à la promotion du tourisme. D'accord. C'est un petit peu dommage quand même. Oui, c'est pas très logique, ouais. C'est souvent, on part souvent de bonnes intentions de départ, et du coup, qui sont un petit peu dévoyées. Donc c'est vrai, je pense que c'est très important de faire attention aux flux touristiques aussi. Je pense qu'on a un pays qui peut encore aussi se développer, se démarquer sur le tourisme, parce qu'on a, et aussi, il peut aussi s'ouvrir du coup
à tout type de personnes. C'est vraiment important aussi d'avoir un tourisme, du coup, quand qui je dis soit pas que haut de responsable, gamme, quoi. Hein. qui ne soit pas que haut de gamme. C'est vrai que j'en parle régulièrement. Je suis toujours un peu choqué, moi, pour un séjour à Paris d'une famille moyenne française qui ont 2 enfants. Tu veux venir à Paris un week-end, ça coûte très cher. Ouais. Et je trouve que justement, c'est quand même important de continuer à travailler cela, parce que sans justement avoir non plus un tourisme de masse non responsable. Donc c'est pour ça qu'il faut développer des types d'offres un peu plus précises, quoi. Ouais, je pense qu'il faut développer des types d'offres, ne pas s'orienter parfois oui, il faut être aussi diversifier l'offre, parce que quand on est en plein centre de Paris, on voit qu'elle est quand même, elle s'oriente vraiment vers le luxe. Donc il faut aussi la diversifier. Il y a un travail en commun, il faut aussi la réguler, puisque Airbnb, par exemple, à Paris a progressé de 40% l'année dernière pour les JO, ce qui était très bien, mais Airbnb n'a plus le concept de départ, c'est-à-dire que c'est plus des Parisiens qui louent leur appartement, c'est un business à part entière. Donc du coup, il faut aussi la réguler. Je pense que c'est très important, et donc je trouve que c'est passionnant le tourisme, puisque c'est quand même, ça fait travailler énormément de monde, énormément de métiers, et du coup, je pense qu'on est tous concernés, on doit tous être concernés. Beaucoup de régions vivent quand même du tourisme en France. Sûr. Restez avec nous pour cette spéciale tourisme en compagnie d'Emmanuel Sauvage, qui est cofondateur du groupe Evoque Collection et conseiller du commerce extérieur de la France. Puisqu'on parle faire savoir notre savoir-faire, on va justement découvrir du patrimoine dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Bienvenue dans vos vraies voix spéciales tourisme du vendredi soir, pardonnez-moi. On est en compagnie d'Emmanuel Sauvage, qui est cofondateur du groupe Evoque Collection et conseiller du commerce extérieur de la France, mais aussi Katie Vaillant-Lambert, qui est directrice de l'Office de tourisme du Mont-Saint-Michel. Bienvenue Katie. Bon, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, quelques mots quand même sur le Mont Saint-Michel, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui incarne à lui seul une espèce d'alliance quand même entre histoire, spiritualité et prouesse architecturale. Bon, c'est une vraie icône du tourisme français, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour préciser juste, nous on est l'office de tourisme intercommunal, donc Mont-Saint-Michel-Normandie. Le Mont-Saint-Michel est au cœur de cette destination, mais la destination est beaucoup plus large que ça. Oui, justement, on va en parler juste après, mais là on s'intéresse un tout petit peu au Mont-Saint-Michel, qui est cette prouesse architecturale qu'on peut visiter, qui attire tout de même chaque année plus de 3 millions de visiteurs, et pour le coup du monde entier. Oui, autour de 3 millions, oui. On les dépasse largement, pas pour le moment, mais non, c'est 3 millions en moyenne. Ouais, d'accord. Avec un public très présent sur les périodes estivales et les ponts du mois de mai, et un peu plus lissé sur les autres périodes, comme dans d'autres sites d'ailleurs. Alors, comme nous en parlait Emmanuel Sauvage à l'instant, on parlait de transmission et de valorisation de notre patrimoine. Le but quand même au Mont-Saint-Michel, c'est de réussir à allier préservation et attractivité économique. Oui, tout à fait. L'intérêt et les récents travaux qui ont été menés pour ramener le caractère maritime du mont et lui rendre son insularité ont participé à faire prendre du recul au public, aux habitants, pour le respecter toujours un peu plus. Tout en développant en fait l'offre autour de la visite de l'abbaye, de la visite de la baie. En fait, le Mont-Saint-Michel, c'est un ensemble. Souvent, on pense village, Mont-Saint-Michel, mais il y a énormément de propositions autour. Bien sûr. Emmanuel Sauvage, là, on est typiquement sur un exemple de conciliation d'afflux touristique et de préservation d'un site sensible, finalement. Donc, c'est ça le problème en général, d'ailleurs, l'équilibre à trouver en tout cas. Oui, moi je pense que l'équilibre à trouver peut se trouver, parce qu'on a aussi des exemples de villes comme Venise qui sont aussi qui ont ces problématiques-là. Donc en fait, je pense que moi je dis toujours aussi que le touriste doit compenser sa venue justement par du coup une petite contribution qui permet aussi justement de continuer à préserver. Je trouve que c'est important en fait de ne pas venir juste déposer ses papiers et ne pas respecter le lieu. Donc je pense que la contribution aussi permet justement aussi à ça, de pouvoir respecter encore plus le lieu, le comprendre et ne pas juste faire du passage. C'est important aussi quand on vient voir un lieu, de consommer.
parce qu'on parle d'économie, de comprendre, on l'a peut-être mis en première position, c'était peut-être mieux quand même, de comprendre en première position, de consommer aussi localement, parce que c'est important, et je pense que les lieux doivent aussi travailler à ce que l'offre, et je sais qu'ils y travaillent tous, à ce que l'offre soit beaucoup plus diverse et soit variée, et je pense que c'est très important, justement, parce que de toute façon, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas lutter, parce que c'est quand même compliqué, justement, de freiner tout ça, mais je pense qu'il y a une attractivité plus globale, et puis là je crois que c'est l'office de tourisme intercommunal, donc justement ce qui permet aussi de travailler, d'ouvrir un peu, parce qu'il y a le Mont-Saint-Michel et tous les alentours du Mont-Saint-Michel, alors justement, ce qui permet de répartir. Justement, Katie Vaillant-Lambert, déjà, est-ce que vous demandez effectivement des contributions, est-ce que vous sensibilisez les visiteurs du Mont et puis des alentours au patrimoine qu'ils sont en train de visiter, justement, et à sa préservation, comme on vient d'en parler? Oui, nous, alors on est plusieurs acteurs autour du Mont-Saint-Michel. Il y a justement un établissement public national qui a été créé au moment du rendu du caractère maritime au Mont pour travailler sur le site en tant que tel. Il y a le Centre des Monuments Nationaux pour l'abbaye, et puis il y a nous, l'Office de tourisme intercommunal, qui avons la compétence de promotion et de développement touristique. Donc on est plusieurs à travailler sur les pistes de préservation et à expliquer aussi, parce que c'est vrai que le tourisme à bon dos parfois, et les mots qui sont liés au rééquilibrage territorial aujourd'hui sont souvent incombés au tourisme, alors qu'on confond souvent surfréquentation et surtourisme. Alors nous, on veille vraiment à montrer au public les moments dans lesquels il faut qu'il aille au Mont et le visiter dans des bonnes conditions. Donc on le conseille, on ne lui impose pas, mais on lui conseille. Vous leur donnez des heures et des dates à éviter, justement, et à privilégier. Il y a d'ailleurs des prix adaptés pour qu'il choisisse ses créneaux. Et puis surtout, on l'invite à profiter de ce site, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces sites nationaux les gens arrivent, il y a beaucoup d'émotions en arrivant, ils sont un peu perdus. Donc, et en amont et sur place, on les conseille en fait pour leur dire, si vous voulez aussi en profiter au maximum, n'hésitez pas à sortir du site et aller en profiter sur des promontoires extérieurs en fait. Et toute notre destination permet ça. Et alors justement, parlez-nous un petit peu des choses à voir autour du site dans la région, Katie Vaillant. Alors, en fait, l'histoire du Mont et de son abbaye sont concentrées sur les manuscrits et l'histoire de la chrétienté au Moyen-Âge dans la région Normandie. Donc, les manuscrits du Mont-Saint-Michel, on peut les apprécier au mieux au musée du Scriptorial à Avranches. Avranches, c'est la ville-centre de notre communauté d'agglomération, et c'est une ville tout en hauteur qui mérite vraiment le déplacement. On peut profiter de la vue du Mont de manière exceptionnelle à plusieurs endroits, et donc continuer la visite du Mont dans le musée du Scriptorial, qui est vraiment une visite extraordinaire sur l'histoire du manuscrit en général, et on peut voir des trésors dans la salle du trésor, des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Il y a aussi une bibliothèque patrimoniale exceptionnelle dans la ville d'Avranches. Là, c'est la ville d'Avranches, mais on a énormément d'autres lieux à voir. On s'enfonce un peu plus là dans le bocage de notre destination. Ce qui est bien, c'est de profiter et de la baie, qui est un univers assez exceptionnel. C'est pas la pleine mer, mais la baie, c'est un monde à part. Au niveau de la biodiversité aussi, évidemment. Oui, toute la visite de la faune et de la flore qui est proposée dans les traversées de la baie, ça, c'est une des offres qu'on a qui plaît beaucoup et qu'on essaie de maîtriser au mieux, mais qui est une manière d'appréhender le Mont et la baie de manière vraiment exceptionnelle. Mais dans le bocage, on peut aussi profiter du verre, parce qu'on vient aussi ici pour souffler, pour respirer, et c'est ce dont on peut profiter à travers pas mal de petites pépites sur le bocage, le musée de la poterie à Gers, le musée du Poiré, beaucoup de produits gastronomiques très intéressants à aller voir chez les producteurs en direct. On a des itinéraires vélo qui oui, alors j'allais en parler justement. Vous avez un accès en vélo assez superbe. On peut faire. Alors c'est de l'écotourisme. On est en plein dedans, Emmanuel Sauvage. Voilà. De Notre-Dame au Mont-Saint-Michel. Oui, c'est ça, faut être motivé. Moi, je préfère en vélo électrique. Je sais pas pour vous, Emmanuel. Moi, je pense que j'aurais un peu de mal aussi. Sinon, je pense que vaut mieux vélo électrique. Et comment ils font les gens? Ils font des randonnées en fait. Ils partent avec leur tente et leur vélo pour venir chez vous, quoi. C'est ça, la Vélocénie, c'est un itinéraire de 450 km qui réunit Notre-Dame de Paris au Mont.
On peut ensuite poursuivre vers la Bretagne avec la vélo maritime. Enfin, souvent les itinéraires vélo, on peut les poursuivre. Il y en a maintenant toute une variété en France. En tout cas, ils font souvent des tronçons évidemment, et l'arrivée au mont est assez exceptionnelle pour beaucoup. Mais oui, la pratique classique, c'est de faire des tronçons de 50 à 100 km. Et ça permet là de visiter Chartres, Alençon, Domfront, Le Perche, enfin des régions tout à fait adaptées à la famille et aussi à des cyclistes un peu plus pratiquants, on va dire. Alors ce qu'on constate, Emmanuel Sauvage, dans ce que nous dit Katie Vaillant-Lambert, finalement, c'est que l'écotourisme, et ce que vous disiez juste à l'instant, sur cette nouvelle forme aussi de visiter les lieux, ça se développe beaucoup. Et finalement, c'est une bonne chose parce que ça préserve aussi. Je pense qu'il faut être vraiment... voilà, je suis tout à fait d'accord parce que la surfréquentation, c'est vrai qu'il faut travailler d'une manière différente. En plus aussi, ce qui est important, moi je reviens toujours sur le côté économique aussi, c'est les recettes. C'est-à-dire qu'en plus, on peut yielder. Bon, ça, c'est les méthodes un petit peu... Alors, expliquez aux auditeurs ce que ça veut dire, parce qu'à mon avis... yielder, regardez, ce que la SNCF le fait très bien. donc c'est de mettre le tarif... adapter le tarif en fonction de la demande. Donc c'est sûr, je pense que d'ailleurs c'est ce qu'a l'air de faire le Mont-Saint-Michel, et je pense que ça permet aussi d'augmenter les plages horaires, c'est extrêmement intéressant d'augmenter les plages horaires, d'avoir du coup une surfréquentation différente, mais et puis aussi différentes manières aujourd'hui justement de profiter aussi de ce tourisme. Je pense qu'on est aussi dans une ère, voilà, où on va pas forcément partir toujours aussi loin qu'avant, ou alors quand on va partir loin, on va aussi l'adapter d'une manière différente. Donc je pense qu'il y a toutes les nouvelles formes de tourisme qui sont importantes et à prendre en compte, bien évidemment. Merci beaucoup Katie Vaillant-Lambert. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme intercommunal du Mont-Saint-Michel et de Normandie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous, les auditrices, les auditeurs, vous restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ce qui se passe dans les stations en fait, de ski. Qu'est-ce qui se passe en été? Parce que ça continue pour certaines. C'est une vraie idée, ça. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et les vraies voix tourisme continuent avec nous sur le plateau. Emmanuel Sauvage, cofondateur du groupe Évoque Collection et conseiller du commerce extérieur de la France. Et on accueille Fabrice Esquirol, qui est directeur d'Axe 3 Domaines, la station de ski d'Axe-les-Thermes, c'est en Ariège. Bien le bonsoir Fabrice. Bien, bonjour depuis les Pyrénées. Alors Fabrice, les stations de ski elles ont longtemps été associées uniquement au sport d'hiver, mais en ce moment la montagne française, alors elle connaît un vrai renouveau estival. Il y a de plus en plus de vacanciers qui choisissent les stations alpines et pyrénéennes pour la fraîcheur, les grands espaces, et puis pour le coup un tourisme plus calme et familial. C'est ça que vous constatez vous aussi? C'est vrai. Si l'hiver reste de très très loin notre première saison, bien évidemment, eh bien l'été a connu un boom assez inattendu sur la fameuse année Covid, où il était interdit de se déplacer à l'étranger. Et donc, nombre de résidents propriétaires d'appartements ont finalement pris conscience que leur appartement à la montagne, parfois, c'était dommage peut-être de ne pas l'occuper, de ne pas y venir l'été. Ils ont redécouvert notre station sur une deuxième saison. Ils ont souvent été séduits par ce qu'on y faisait, parce qu'on pouvait y trouver l'été. Et effectivement, cette année d'interdiction du tourisme international, je crois que c'était peut-être l'hiver 2020 ou 2021, a finalement été un coup de pouce donné en tout cas à la montagne, qui a finalement retrouvé ses clients habituels de l'hiver. Alors ça, ce sont les gens qui ont la chance, le privilège d'être propriétaires d'appartements, ça peut être aussi des biens familiaux, mais il y a aussi effectivement une autre population qui n'a pas d'attache particulière dans mon vallée. Mais qui va chercher le vert, quoi. Qui recherche le vert, qui recherche la fraîcheur, qui recherche des nuits froides. Chez nous, la nuit, si on dort fenêtre ouverte, il faut avoir une petite couverture. Ça fait du bien. Et pour certains, c'est en train de devenir du luxe. Ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc chez nous, c'est le vert, c'est la forêt, c'est la fraîcheur, c'est l'eau. Et ce sont effectivement des valeurs qui sont en train de séduire bien des gens, notamment les urbains. Emmanuel Sauvage, vous avez envie de réagir?
Oui, parce que je trouve que c'est aussi très complémentaire, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas la première saison, la montagne, c'est l'hiver, donc l'hiver c'est très cher. Et justement, pour revenir toujours à la partie économique et au pouvoir d'achat, c'est vrai que les vacances, on va dire à la mer, parfois sont extrêmement chères pour certaines familles. Donc ça permet aussi de partir, je pense, justement à un coût aussi un peu inférieur, et aussi de profiter justement d'installations qui permettent justement de vivre toute l'année aussi. Et donc c'est assez vertueux comme système, et ça permet, quand on parlait aussi de surfréquentation, ça permet aussi d'ouvrir des territoires qui étaient fermés auparavant, et en même temps à des prix plus attractifs par rapport à la saison mer ou à la saison hiver de la montagne. Vous faites évoluer vos tarifs, du coup, vous, Fabrice Esquirol. Alors, juste pour un petit point sur ce qui peut se passer en montagne en été, on peut faire de la randonnée, du VTT, du canyoning, du rafting, de l'escalade, et puis des grandes balades, et puis tout simplement se reposer aussi, en fait. C'est tout à fait ça. Alors, nous-mêmes ne mettons pas sur le marché les appartements, les lits. Ce sont des opérateurs d'hébergement. Et effectivement, les prix pratiqués l'hiver pour un petit appartement de 4 personnes, on est largement au-delà de 1 000 € la semaine. Donc, il est évident. Et là, maintenant, c'est quoi alors en ce moment ? C'est moins de la moitié. On est entre, suivant les biens, c'est un bon plan, quoi. Une capacité comparable, on est entre 3 et 500 €. Donc, effectivement, on n'est pas du tout sur la même logique. Et puis derrière, les activités ce sont à la contemplation, à la quiétude. Donc, il n'y a pas nécessité de dépenser des euros supplémentaires pour en prendre plein les yeux. Alors, justement, là-dessus, est-ce que vos infrastructures hivernales, elles servent en été ? Et est-ce que vous avez des fidèles aussi qui viennent les 2 saisons, du coup ? Oui, c'est ce que je disais en propos introductif. On a des gens, on a ces 2 populations, des gens qui sont habitués à l'hiver, qui reviennent désormais assez fréquemment sur la saison d'été. Et on pourrait même dire sur les 4 saisons, puisque ceux-là viennent nous visiter presque toute l'année. Et puis, il y a des gens qui viennent passer 1 ou 2 semaines de vacances. Alors, ceux-là, ils utilisent nos remontées mécaniques, mais le prix d'un forfait de ski l'hiver, on est à près de 50 €. Le même forfait l'été, bien sûr pas tout à fait avec la même offre, mais on est à 12 €. Ouais. Donc, on est à la fois sur du grand spectacle, de la grande fraîcheur, de la grande quiétude. C'est très serein de venir passer des vacances en station l'été, c'est super. Et puis c'est super économique aussi, donc c'est quand même pas mal. Alors, on a aussi un phénomène, comme ce sont des vacances pas trop chères, c'est toujours trop cher quand on est consommateur, mais enfin, pas trop chères, on est aussi parfois des vacances de complément. D'accord. Des familles, la petite semaine qui nous reste en plus, dont on ne sait pas forcément quoi faire. Quoi. On a un peu de budget, on s'est payé de belles vacances, pourquoi pas de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Méditerranée, j'en sais rien. Voilà. Et puis on va passer quelques jours dans les Pyrénées. C'est peut-être pas la semaine de vacances phare centrale. Non, mais c'est beau les Pyrénées. C'est une très belle région. Alors, Fabrice Esquirol, permettez-moi de vous couper 2 secondes parce que Emmanuel Sauvage, vous, avec votre collection, vous avez des chalets à Courchevel. Oui. Alors, la station, pour le coup, elle est fermée. Elle est fermée l'été parce que du coup, Courchevel a la particularité en fait d'être sur un marché quand même ultra luxe. Et donc, du coup, en fait, toutes les boutiques se concentrent sur le marché d'une saison très courte l'hiver. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est pareil, il pourrait se passer beaucoup de choses, mais du coup, vu que... Et d'accueillir un autre type de population aussi. L'été, mais c'est vrai que ça ne se fait pas sur Courchevel aujourd'hui. Peut-être que ça va évoluer aussi avec le temps. Je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde souhaiterait, pouvoir aussi faire évoluer la station l'été. Mais pour qu'elle soit, et c'est ce qui se passe là-bas, du coup, dans les Pyrénées, pour qu'elle soit du coup attractive, il faut aussi que du coup, toutes les infrastructures et commerces soient ouverts l'été. S'ils sont fermés, du coup, c'est un peu... c'est un peu sec, comme on dit. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais oui. Et vous, Fabrice Esquirol, est-ce que vous avez une fréquentation accrue lors des pics de canicule ? Parce qu'on imagine, comme vous disiez tout à l'heure, qu'effectivement, on vient chercher la fraîcheur plutôt chez vous. Oui, alors il vaut mieux venir chercher la fraîcheur chez nous que la chaleur. Oui, c'est ça. Vous pourriez faire des déçus. Et alors, il n'y a pas de corrélation immédiate. C'est pas parce qu'il va faire 3 jours très chauds sur la métropole toulousaine que immédiatement les gens viennent nous voir. C'est plutôt une montée en charge que l'on observe depuis 3, 4, 5 ans. Depuis le Covid, comme vous disiez,
Depuis le Covid a été l'impulsion, et puis depuis, ça progresse de façon très 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 régulière. Et on a aussi des gens, un tourisme auquel on pense moins, un tourisme qui est à l'interface entre le pro et le tourisme. Ce sont des gens qui viennent télétravailler à la montagne. Aujourd'hui, nombre de métiers peuvent se faire à distance, et de temps en temps, les gens, et là ça peut démarrer dès le mois de juin, tout au long de l'automne, des gens qui, à un moment donné, viennent se ressourcer, viennent travailler quelques jours quand ils n'ont pas nécessité. Vous me donnez des idées. À leur bureau. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour la montagne, pour l'aménagement de la montagne. Je pense qu'il faut aussi imaginer que des gens, des cadres, mais pas que, puissent venir quelques jours. Il y a donc un enjeu à cela, parce qu'il va falloir proposer des services associés. Il va falloir, comme le disait monsieur pour Courchevel, que l'ensemble des commerces soient ouverts. On ne parle pas que des mois de juillet et d'août, où là, les commerces... Oui, ce qu'on a compris, c'est que finalement, vos mois de fréquentation en amont, vous dites le mois de juin et puis l'automne, on imagine qu'effectivement, en amont des sports d'hiver, il y a aussi des gens qui ont envie de voir l'automne à la montagne. Ça doit être une très belle saison. C'est tellement magnifique. Les couleurs de l'automne, c'est absolument magnifique. Et finalement, on est là, c'est tranquille, on est très paisible, on peut travailler de façon très, très, très efficace. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit accélérer aussi depuis quelques années. Donc, finalement, le ski, ça va bien, ça va très bien. Mais à côté du ski, et c'est une grande chance pour la montagne, on voit apparaître des pratiques un peu alternatives et une consommation un peu différente de la montagne. Sur l'été, certes, mais sans doute sur une saison d'été très, très, très élargie. D'accord. Alors, ce qu'on entend finalement, Emmanuel Sauvage, c'est que la France, elle a un panel de possibilités et de régions qui ne sont pas encore assez développées et qui devraient être plus visibles, en fait, pour ouvrir ce tourisme dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, je pense que si je dis que c'est pas encore assez développé, il y en a qui vont me... Non, mais c'est pas encore assez connu, peut-être. Je pense, voilà. C'est pour ça que je veux dire, il y a des territoires qui, c'est ce qu'on vient de voir là. Je veux dire qu'on peut travailler les territoires aussi d'une manière différente. Justement, que ça soit en termes de budget, puisque parfois on va dire justement que les vacances d'été peuvent coûter très cher. C'est exactement là. On peut très bien aussi alterner. Je pense qu'en étant malin, en faisant, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et c'est vrai que sur le télétravail, c'était aussi sur le sujet sur lequel je voulais venir. C'est vrai que du coup, ça ouvre beaucoup plus aussi les saisons en termes de destination. C'est vrai que ça allonge les week-ends. Parfois, il y a des gens qui vont partir le jeudi soir, qui vont télétravailler le vendredi, qui reviendront le dimanche soir. Donc c'est vrai que je pense que ça donne d'autres opportunités. Je pense qu'il y a des territoires qui sont moins ouverts, qui peuvent être encore plus ouverts. Et du coup, avec une répartition un petit peu différente du territoire, ce qui est pas forcément évident, mais je pense qu'il y a, du coup, ça permet aussi de répartir. Tout à l'heure, c'est ce que je parlais aussi de budget, puisqu'on a quand même un pouvoir d'achat qui est en berne, et du coup je pense qu'on a des alternatives justement à pouvoir se faire plaisir tout en allant, voilà, c'est sûr que si on va à Saint-Tropez au mois d'août, c'est très compliqué en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Mais je pense qu'on a plein d'alternatives et que du coup on peut aussi en profiter pour justement encore développer certains lieux. Merci Fabrice Esquirol. Je rappelle que vous êtes directeur d'Axe 3 Domaines, c'est la station de ski d'Axe-les-Thermes en Ariège, et que je conseille à tout le monde d'aller faire un détour par là, moi y compris d'ailleurs. Merci d'avoir participé. Très bien, bienvenue à tous. Allez, bonne soirée, merci à vous. Vous restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices. Dans un instant, on va continuer on va faire un axe plus excellence luxe, forcément, parce qu'on est avec Emmanuel Sauvage et que c'est le cofondateur du groupe Evoque Collection. Vous allez en découvrir un peu plus là-dessus et sur ce savoir-faire à la française qui fait notre renommée dans le monde. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et c'est la dernière partie de votre émission spéciale tourisme du vendredi soir. Alors la France, elle cherche à rester la première destination touristique au monde, et elle y est encore un petit peu, plus ou moins quand même. Le but, c'est quand même de faire de l'excellence et de faire savoir cette excellence à la française un peu partout. Donc il y a une montée quand même en gamme des infrastructures, il y a des quêtes d'expérience uniques, développement de l'hôtellerie haut de gamme. Le tourisme français, il s'affirme comme vraiment, comme on le dit depuis le départ, Emmanuel Sauvage, un véritable moteur de rayonnement international. Alors, justement, vous, au groupe Evoque Collection, c'est quand même une autre manière de penser le luxe. C'est un luxe qui reste luxueux, mais accessible. Et du coup, un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller boire un café dans un de vos restaurants. Je déteste le mot luxe accessible. D'accord. Moi, ce n'est pas alors, un luxe allez-y, accessible. reprenez-moi. Parce qu'en fait, pour moi, le luxe accessible n'existe pas. Le luxe n'est pas accessible par définition, voilà. C'est ça que vous voulez dire. L'expérience. D'accord.
qui est différente. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le droit à différentes expériences de luxe, mais pour moi, le luxe accessible est contre-productif, puisque si c'est du luxe, ce n'est pas accessible. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on aime et ce qui se passe d'ailleurs aussi dans la mode et dans les maisons de luxe, c'est-à-dire il faut aussi faire attention à la rareté du produit, mais ce qui est important, c'est avec les réseaux sociaux, il y a une ouverture beaucoup plus forte et éviter aussi, on va dire, tous les conflits, voilà, je pense que c'est important de ne pas diviser. Et c'est vrai que du coup, tout le monde a envie de luxe, puisqu'en fait, le luxe est beaucoup plus visible qu'auparavant. Oui, grâce aux réseaux sociaux notamment. Ou à cause. Ou à cause, parce que il y a du bon et du mauvais dans tout, donc on va dire grâce ou à cause, puisque je pense que ça aussi, ça donne beaucoup de frustration, parce qu'on a l'impression que tout le monde consomme du luxe très facilement, et que du coup, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi, c'est pour que j'ai un peu raté ma vie, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit que des choses, voilà, il manque une petite partie de la réalité. Mais du coup, grosse partie peut-être même, non? Peut-être, je pense. Mais en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Et donc, du coup, ce qu'on peut proposer justement par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, on propose une expérience différente, bien évidemment. Si on n'a pas les moyens de se payer un séjour complet ou une chambre ou tout ça, on peut soit se payer une expérience de restauration, mais qui est aussi une expérience de luxe pour une partie des personnes, ou d'un cocktail au bar, ou même d'un café, prendre le café le matin dans un établissement de luxe. Bon, ben, du coup, en fait, c'est des expériences différentes, mais qui sont ouvertes un peu à tous. C'est-à-dire que c'est là où le luxe s'ouvre aujourd'hui, mais il n'est pas spécialement accessible. C'est l'expérience qui est différente, parce que vraiment, je pense que c'est pas la même expérience, bien évidemment. Donc, c'est une autre expérience de luxe. Alors, on parlait de l'ultra-personnalisation aussi, qui est hyper importante aujourd'hui. Est-ce que c'est un facteur que vous intégrez, vous, dans vos établissements? Oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, en plus, je dis toujours que l'humain est très important, et en fait, on a la chance aussi maintenant d'avoir beaucoup justement de digitalisation ou d'outils d'intelligence artificielle, tout ça. Donc en fait, je pense qu'il faut continuer à se servir de toute cette technologies nouvelles, toutes ces avancées technologiques, pour continuer justement à être au service de l'humain, pour être encore plus performant au niveau du service client et de l'expérience client. Donc c'est tout ça qu'on doit continuer à travailler, mais bien évidemment, toutes ces technologies ne remplacent dans le luxe absolument pas l'humain. L'humain doit être encore plus présent, mais faire justement des choses encore plus intéressantes pour que l'expérience client soit encore meilleure. Et alors vous avez quand même une particularité, c'est que dans votre staff, par exemple, ça vous arrive de prendre des gens qui ne sont pas issus de grandes écoles hôtelières, etc., et que vous formez in-house, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est simple. Tous les gens qui sont formés des grandes écoles hôtelières, ils veulent être tous directeurs généraux de groupe. Donc en fait, à un moment, c'est un peu la problématique tout à l'heure quand je parlais de transmission. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut commencer à un endroit aussi. On a des problématiques de recrutement, on a des problématiques de vocation, puisque parfois ces métiers ont été malmenés. Je pense que tous les métiers, on va dire... je veux dire manuel, c'est pas spécialement manuel, mais hors grandes études, services, de services ont été malmenés, que ce soit autant dans la vente. Moi, je trouve ça passionnant de vendre, j'adore ça. Donc, je trouve que, en fait, tous ces métiers ont été malmenés, et c'est vrai que du coup, une partie, voilà, les études ont été rallongées, donc tout le monde veut aussi avoir ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Justement, il faut aller chercher les jeunes, très très jeunes. On fait justement partie on travaille avec beaucoup d'associations comme la Tablée des chefs, où justement on va dans les banlieues pour faire à manger, pour expliquer la cuisine française. Parfois, certains ne connaissent absolument pas la cuisine française. Donc, c'est important de donner tout de suite les clés, on va dire. De donner à goûter, à voir, à ressentir, en fait. Voilà, autre chose, en fait, du coup, le sens du service. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais connu... Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y avait les réseaux, mais bon, parfois... tout n'est pas dans les réseaux, c'est plutôt, on va dire, le goûte luxe. Pas dans les réseaux, voilà, on va parler plutôt de sacs à main, d'objets, de la mode. Mais à partir de toutes ces expériences de luxe, ou en tout cas, moi je trouve que d'être au service du client dans un hôtel de luxe, qu'est-ce que c'est beau et enrichissant. Donc moi je trouve que c'est extrêmement aussi enrichissant pour nous d'aller chercher des talents. Alors c'est pas toujours facile, mais d'aller chercher des talents et de les faire évoluer dans cet univers. Il y en a beaucoup qui réussissent, et c'est je pense, une de nos plus grandes fiertés à tous, c'est de voir ces évolutions internes de personnes qui n'étaient pas du tout à la base, ne connaissaient pas ni ces métiers, ni ces environnements, pardon. Et qui deviennent excellents. Deviennent excellents parce que, en fait, déjà, en fait, pour le service, c'est la première des choses, en fait, c'est d'aimer les autres et d'aimer faire plaisir. Déjà, à partir de ce moment-là, donc en fait, déjà, il y en a une partie, on va dire, c'est inné. En fait. C'est ça la question que vous posez quand vous recrutez, Emmanuel, la première question que vous posez?
Je pense que ça se voit tout de suite, de toute façon. Si on aime, en tout cas, si on aime les autres, si on aime, parce que si on n'aime pas être au service, c'est la base. En fait, c'est la base. En fait, le reste, je veux dire, tout s'apprend. Mais en fait, vous pouvez être très bon techniquement. Mais si vous n'êtes pas heureux d'être là, ou vous n'aimez pas les autres, effectivement. Si vous n'aimez pas les autres, en fait, c'est compliqué. Alors, je pense qu'on est, c'est pareil, c'est un peu inné tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut faire plein de belles choses à différents niveaux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que justement tous nos staffs, voilà, je pense qu'ils peuvent évoluer là-dedans, et je pense que c'est extrêmement enrichissant justement de faire plaisir à un client. Mais moi je dirais que c'est comme la vente. La vente, si c'est vendre pour vendre, il n'y a aucun intérêt. Le but c'est de vendre pour faire plaisir. Ça se voit surtout, et c'est mal fait en général. Et c'est mal fait, du coup le client ne revient pas, donc vous ne le trouvez pas. Et c'est vrai que par exemple les maisons de luxe aussi ont beaucoup travaillé la personnalisation avec les vendeurs, on a pu pour fidéliser. Les vendeurs pour fidéliser. Donc c'est-à-dire conseiller de vente, on dit maintenant. Voilà, conseiller de vente. Mais du coup c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, la relation que vous avez avec la personne, du coup, entre le client et le vendeur, fait que du coup, le client reviendra beaucoup plus avec ce même vendeur. Donc, en fait, ça sert vertueux aussi, puisque du coup, s'il a une rémunération variable par rapport à tout ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Il faut que la relation soit vraie aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une fausse relation de surface, de surface, parce qu'en fait je pense que là on est dans parlons vrai. Je pense que la sincérité est extrêmement importante dans ces métiers, et d'ailleurs l'authenticité aussi qui va avec, c'est-à-dire que forcément quand on est sincère, mais je pense que tout va ensemble. On se fout pas de la gueule, pardonnez-moi, parlons vrai des gens, mais voilà, je pense que c'est extrêmement important, et que ça se ressent beaucoup plus qu'on ne le pense en fait, et cette authenticité, ce parlons vrai est extrêmement important. Et dans ces jeunes, en fait, il y en a qui sont vraiment talentueux et qui ont envie d'apprendre, donc il faut leur laisser leur chance. Parfois ils n'ont pas tous les codes, et c'est pas grave, ça s'apprend. Et je veux dire, on n'est pas tous nés au même endroit, on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Mais ce qui est sympathique, c'est de savoir que finalement, on parle d'escalier social ou d'ascenseur social. Alors moi, j'aime plus parler d'escalier en général, parce que c'est plus un escalier qu'un ascenseur, c'est moins direct. Il fonctionne quand même un petit peu, en tout cas en France, et vous en faites partie en fait. Il fonctionne en France. Je pense qu'il fonctionne. Après, je dis toujours que chacun est maître de son destin. Donc en fait, il faut être deux pour que ça fonctionne. Justement, quand on dit l'ascenseur, c'est qu'on est un peu tout seul et ça monte tout seul. Donc moi, je préfère aussi le terme d'escalier, parce que c'est jamais un chemin droit. Mais en fait, il faut être deux et chacun maître de son destin. Je pense que si on a un jeune qu'on a envie, qu'on aime et bien on peut arriver à tout. En fait, on est quand même dans un pays, on peut faire des études. Si on a un souci, il y a des bourses. Il y a quand même tout est mis en place pour aider, accompagner. Après, c'est sûr qu'on peut pas faire la place. Donc chacun maître de son destin, et chacun peut pousser son destin. Et puis il faut aussi des gens sur le passage qui vous accompagnent, parce que c'est, je pense, très important, et je pense que c'est très important d'accompagner tout le monde. Bon, Emmanuel Sauvage, pour terminer, on peut se dire que le luxe français, ça reste une référence quand même, et qu'on a un savoir-faire un peu exceptionnel dans ce pays. Bien sûr, et je pense que c'est notre atout aujourd'hui. De toute façon, on ne peut pas lutter en termes de concurrence contre d'autres pays. Donc on ne peut pas lutter là-dessus. Qui produisent en masse, qui n'ont pas du tout les mêmes codes, les mêmes chartes, les mêmes valeurs. C'est très important, parce que les valeurs sont... Voilà, alors je pense que parfois le client se perd là-dessus entre le discours qu'il a et les actes. Mais je pense que nous, notre force, c'est justement cet artisanat, ce luxe que l'on connaît, que l'on sait fabriquer, que l'on a développé et qu'on doit continuer à développer, puisque c'est, je pense, une des valeurs fortes de notre pays. Merci beaucoup Emmanuel Sauvage d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'Emmanuel Sauvage est cofondateur du groupe Evoque Collection et conseiller du commerce extérieur de la France, et que moi, ça sera ma dernière des vraies voix pour ce mois, tout début août, nous sommes le 1er août. Je vous retrouve fin août avec Frédéric Brindel, évidemment, à la manette de 17h à 19h, et puis évidemment dès la rentrée pour vos émissions, vos rendez-vous du week-end. Je vous embrasse, très bon été. Au revoir Emmanuel. Très bel été, merci, au revoir.